Il a été produit par Gaumont et par Daniel Toscan du Plantier, à qui j'avais donné le scénario qui m'avait été proposé par Maurice. Donc vous êtes un peu à l'origine de la rencontre aussi entre Daniel Toscan du Plantier et Maurice Pialat. Ils se seraient rencontrés de toute façon, je crois, mais c'est vrai que c'était à l'occasion de Loulou qui se sont rencontrés et que Daniel a commencé cette très longue amitié avec Maurice Pialat. Oui, puisqu'il a produit 5 films, je crois, Oui. de Pialat. Oui. Sur 10, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Je savais que c'était l'histoire de Maurice au moment où on la tournait. Mais on oublie très vite, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait très inhibant de savoir qu'on touche à un matériau si proche de la personne qui le fabrique. Et on l'oublie parce qu'il vous le fait oublier. Il y a eu beaucoup de péripéties pendant le tournage, comme quand, par exemple, il a disparu pendant 3 jours et qu'on ne savait pas où il était. On était dans le métro, je crois. Et puis il est parti. Je sais pas, il y a un truc qui lui plaisait pas. Mais il n'est pas parti pour 1 heure, il est parti pendant 3 jours. Et donc son assistant le cherchait et il le retrouve dans un café parce qu'il le cherchait dans Paris, littéralement, dans des endroits où il pensait sans doute pouvoir le trouver. Et donc un jour, il l'a trouvé. Et il descend, il n'y a pas de portable à l'époque, donc il descend dans les toilettes pour nous appeler, pour nous dire ça y est, je l'ai retrouvé. Il est remonté, il était parti. À peine il est déjà parti. C'est trop drôle ça. Oh ben, il y avait tous les jours une bonne raison pour qu'il parte ou pour qu'il arrête de tourner. Un jour, il y avait le gris d'un mur qui lui plaisait pas. Mais ça, on peut comprendre. Moi, ça m'énerverait aussi si on a prévu un gris et puis que on ait un gris plus foncé ou plus pâle. Ça doit être très perturbant. Au fond, c'est le contraire qui est étonnant. La plupart du temps que les metteurs en scène non pas se contentent du peu, mais finalement accueillent avec autant de calme les impondérables qui peuvent surgir, puisque c'est ça dont est fait le cinéma, effectivement, d'une multitude d'impondérables qui surgissent jour après jour. Et curieusement, alors que Maurice Pialat fait un cinéma justement qui accueille, qui recueille à l'infini l'impondérable du jeu, l'impondérable que les acteurs peuvent lui apporter. Mais bizarrement, il est beaucoup plus réfractaire à si les choses qu'il avait prévues, comme ce que je viens de vous décrire, ne se passent pas comme il l'avait prévu. Il aime les accidents que peuvent lui offrir les acteurs. Alors ça, c'est... Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de tournage avec Pialat pour ça. Des souvenirs... Bon, je pense notamment à la boîte de nuit, quand on a eu un fou rire avec Guy Marchand. On a l'impression qu'on bascule. C'est une sensation extraordinaire, qu'on plonge en eau chaude comme ça, et puis qu'on a l'éternité devant nous dans ces moments-là. Ça te fait marrer? Oui, ça me fait marrer. Tu veux en prendre une autre? Parce que le cinéma, ça peut être très brutal souvent. On est au cœur d'une émotion, on a l'impression que des choses adviennent comme ça du plus profond de soi-même. Et puis souvent, le clap de la caméra agit comme un coup près souvent. C'est très violent quand tout d'un coup on dit couper. C'est un mot violent déjà, couper. Ça évoque un peu la guillotine. Alors avec Pialat, il n'y avait jamais ni de couper ni d'action, puisque tout consistait justement à abolir tous les indices habituels de ce rituel, qui sont action et couper, pour que insensiblement la fiction vienne se lover ou vienne se loger au cœur du réel. Et c'est ça qui procure cette sensation extraordinaire dans les films de Pialat, que justement il n'y a pas de frontière entre la fiction et le réel. Et nous, on l'éprouvait vraiment physiquement parce qu'il n'y avait pas d'action. Donc je me souviens notamment de ces scènes où on est dans le café avec Gérard et on commençait à parler et de choses et d'autres.
des choses qui ne concernaient pas forcément le film. Et puis tout d'un coup, on sentait le petit voyant lumineux sur la caméra s'allumer. Et peu à peu, en réponse à ça, on basculait dans le texte de la scène sans qu'il nous ait été dit qu'il fallait qu'on commence. Donc c'était une sorte d'échange entre nous et Piala, c'était à ce moment-là, et la caméra. Et c'était vraiment extraordinaire. Et plusieurs fois, c'est arrivé comme ça. Et puis il y a la scène de repas aussi, à la fin, où Jacques Loiseleux, opérateur, caméraman aussi, parce qu'il bien sûr, il tenait aussi la caméra, tourne autour de la table. Et là, c'est pareil. Il y a une chose, il y a un accord profond qui se tisse. Il y a un lien très profond qui s'établit dans ces moments-là entre la caméra et entre le Piala et nous, mais relayé par la caméra. Il y a une sorte vraiment de choses physiques qui se passent entre tous les acteurs, mais pas uniquement les acteurs, les acteurs techniques aussi, parce qu'à ce moment-là, les techniciens sont des acteurs aussi d'une certaine manière, parce qu'ils sont tellement à l'écoute de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas d'ailleurs, parce que je me souviens que au fond, ce qui se passait beaucoup dans la scène du repas, c'était ces silences et puis cette chose qui se délite comme ça. On sent que c'est la fin déjà entre Gérard et moi, enfin entre Loulou et Nelly. Et il y a une chose comme ça, indicible, et il capte ça. Il capte ça parce que c'est... Encore une fois, rien n'est construit à l'avance. Enfin, je crois que c'est ce qu'on tente de faire tout le temps au cinéma. À la fois, il essaie de créer les conditions d'un cinéma vérité, mais en même temps, c'est pas non plus un cinéma naturaliste, parce qu'il a une manière, à l'arrivée, dans le montage ou dans sa manière de juxtaposer les scènes, de comprimer le réel ou de le concasser ou qui fait que c'est pas non plus, c'est pas un cinéma vérité, le cinéma de Piala. Tout d'un coup, il y a des ellipses, il y a aussi une construction. C'est pas uniquement je mets la caméra et... C'est pas une tranche de vie, voilà. Ah, pas du tout. Pas du tout. Non. Il se fiche des raccords. Il y a une chose sur le déroulement du temps comme ça qui est très particulier, je trouve, dans les films de Piala. Tu t'ennuies jamais? Non, c'est un type comme toi, avec qui on s'ennuie jamais. De quoi vous parlez? Hein? Sûrement pas de littérature. Oh, écoute. Ben, je lis, j'ai pas besoin d'en parler, non? Quand elle vient revoir Guy Marchand la nuit, ça c'était une scène... Enfin, le tournage de cette scène, c'était formidable, parce qu'à l'opposé donc de scènes très imprévisibles dont je parlais tout à l'heure, il y avait aussi des scènes très très répétées, très élaborées, et cette scène-là en faisait partie. Et ça, j'ai un souvenir très précis de ce tournage, du tournage de cette scène, quand je reviens la nuit. Et c'est là, au cours de cette scène qu'elle lui dit « Je pourrais me passer de lire des livres, mais certainement pas de voir des gens. » Puis je pourrais peut-être me passer de lire, mais sûrement pas de voir des gens. Oh, écoute, je suis pas venue ici pour chercher la bagarre. Les costumes, on avait pris un petit peu de mes costumes. Enfin, il y avait des costumes, il y avait là aussi, une part à la fois complètement... il mélangeait, en fait. Il mélangeait le personnel et quelque chose de plus fabriqué. Dans les costumes aussi. De même que dans la fabrication de son film, il y a des scènes très élaborées et plus improvisées. À tous les stades de la fabrication du film, ce mélange se retrouvait. Donc le costume de la fin, la petite robe rouge et le blouson de cuir noir, ça c'était complètement composé par costumier qui était Christian Gasse, qui est très bien d'ailleurs. Et puis il y avait plein de choses qui étaient de moi. Et alors il disait toujours, moi j'avais une petite veste en fourrure noire. Alors je trouvais qu'elle était bien pour le personnage. Alors je me souviens d'une interview où Maurice disait « Huppert pense que ça suffira pour faire croire qu'elle est une bourgeoise. Espérons, disait-il. » Il était assez sceptique sur le fait que seule la petite... Il avait un peu des doutes sur la manière dont je pouvais traduire d'une manière assez évidente l'origine sociale du personnage. Tu dois avoir besoin de fric. Non, ça va. J'ai encore de l'argent sur mon compte en banque. Combien? Je sais pas... 500 000 balles à peu près. On tira pas loin avec ça, hein. Bah,
il y a aussi, comment dirais-je, une forme de subversion aussi dans la manière de montrer ça comme ça. Parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il peut montrer dans une scène de café ou de restaurant, cette scène un peu incroyable et impossible à trop. Enfin, ça peut arriver, mais enfin, c'est quand même assez rare. Où tout d'un coup, il y a une confrontation assez naturelle entre Guy Marchand et Loulou et moi. Tout d'un coup, on est là. Effectivement, il y a quelque chose à la fois d'inacceptable et puis en même temps d'assez plausible. Il place tous ces personnages un peu dans le même mouvement. Et s'il y a de la violence et s'il y a de l'affrontement, elle n'est jamais là où on s'attend qu'elle soit. Elle va jamais se nicher dans les clichés. Donc il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas tous ces clichés-là. Elle nous montre au fond une histoire de femme, de mari et d'amant. Mais elle échappe à toute définition classique de ce genre de situation. Alors du coup, comme il est en dehors des clichés, ça devient... c'est plus subversif. On est dans le sentiment pur, mais on n'est pas du tout dans la convention. Guy Marchand lui demande « Mais qu'est-ce que tu lui trouves ?» Elle lui répond « On n'arrête pas. » Et ça, je crois que c'est une phrase qui... Enfin, elle a été dite dans le film, mais c'était peut-être dur pour lui de l'entendre. Enfin, il tenait à ce qu'elle soit là, quand même. C'est cruel. Ça parle... Bien sûr, c'est cruel. Mais il n'en avait pas peur de la cruauté. Il pouvait l'affronter. Il avait suffisamment de distance avec lui. Mais ça ne parle que de ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est l'échec de ça aussi. Et pourquoi vous avez jamais eu d'enfant, toi et Nelly? Pourquoi tu me dis ça? Parce que je comprends pas. Je comprends rien. C'est Loulou la victime, finalement. Dans le sexe, c'est la ligne de partage, effectivement, entre les deux choix de vie. Mais c'est quand même elle qui décide de mettre fin à cette histoire. C'est quand même elle qui décide de l'avortement. Et c'est elle qui décide que ça n'a plus la même importance pour elle que ça en avait au début. Non. Puis là, c'est ça qui recherche, c'est ça qui trouve, c'est ça qui filme, c'est ça qui capte. C'est le trop plein. Quelque chose qui déborde. Et c'est de ça dont il souffrait lui-même. Il y a quelque chose qui... les choses ne trouvaient pas leur place. C'est pour ça qu'il avait du mal aussi à contenir les choses dans les schémas qui devenaient très vite des contraintes pour lui. Les contraintes du temps, les contraintes de la caméra, c'est ça qu'il veut faire exploser, que son cinéma exprime d'une certaine manière. Il avait raison d'ailleurs, faire un cinéma pour tout le monde, pas spécialement... Mais au fond, quand on disait cinéma d'auteur, on veut dire simplement le cinéma, je crois, comme une expression personnelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit rébarbative et qu'elle soit là pour vider les salles, au contraire.